l'application des dispositions de l'article 36 de l'ordonnance royale du 27 août 1828 concernant le gouvernement de la Guyane et de l'article 33 de la loi de finances du 13 avril 1900. Madame la greffière. Merci, Monsieur le Président. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 mars 2017 par une décision du Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la collectivité territoriale de la Guyane portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 36 de l'ordonnance royale du 27 août 1828 concernant le gouvernement de la Guyane et de l'article 33 de la loi de finances du 13 avril 1900. Cette question, relative à la rémunération des ministres du culte en Guyane, a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2017-633 QPC. Maître Patrick Lingibé a produit des observations dans l'intérêt de la partie requérante les 28 mars et 20 avril 2017. Le Premier ministre a produit des observations le 28 mars 2017. Maître Jérémy Afan-Jakar a demandé à intervenir dans l'intérêt de l'association République sans concordat et a produit des observations à cette fin les 28 mars et 18 avril 2017. Seront entendus aujourd'hui l'avocat de la partie requérante, l'avocat de la partie intervenante et le représentant du Premier ministre. Merci, Madame. Maître Lingibé, vous avez la parole. Oui. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du Conseil constitutionnel, alors c'est une affaire qui nous renvoie effectivement à deux textes qui ont plus d'un siècle. Alors, la question qui se trouve posée, c'est effectivement est-ce que le législateur peut imposer à une collectivité territoriale une dépense qui est décorrélée de ses compétences. Alors, je rappellerai en fait les dispositions de les deux textes en l'occurrence qui sont soumis à cette exception d'inconstitutionnalité soulevée. Pour évacuer un débat, c'est sur la nature des textes sur lesquels vous devez trancher, puisque effectivement le Premier ministre a soulevé concernant l'ordonnance du 27 août 1828, le fait que c'est un texte qui aurait une portée réglementaire. Alors, pour aller à l'essentiel de ce que j'ai produit, je dirais que ce texte est bien de nature législative, ça ne fait aucun doute. D'ailleurs, l'État en première instance, le tribunal administratif de la Guyane, avait lui-même soutenu que c'était un texte de portée législative, ce à quoi nous avons répliqué par une QPC qui a été posée. Alors pourquoi ? Parce que, de par l'objet, c'est très clair que ce texte impacte une liberté publique, une liberté de culte, mais au-delà, il constitue une obligation financière imposée à une collectivité territoriale. Qui plus est, dans mes écritures, ainsi que je fournis effectivement les pièces au débat, qui sont très claires, vous avez une proposition de loi qui a été déposée donc le 9 mars 2015 par un sénateur Antoine Carra, de la Guyane, pour effectivement abroger cette disposition. Il n'y a pas eu de débat sur effectivement, la savoir la portée législative. Je passe sur les autres arguments que j'ai donnés effectivement pièce à l'appui qui prouvent qu'effectivement c'est bien un texte de portée législative. Deuxième débat aussi, c'est sur l'article 33 du 13 avril 1900. Puisqu'il est soutenu que ce texte, effectivement, ne met pas d'obligation à la collectivité territoriale, des obligations de paiement des membres du clergé. Alors, juste une précision, je renvoie même l'État à ses propres textes, circulaire du 25 août 2011, où le ministre de l'Intérieur, ministre des cultes, dit très clairement: la rémunération des ministres du culte catholique fut à la charge de l'État jusqu'en 1900, en vertu de la disposition de l'article 33 de la loi du 13 avril 1900, texte pour lequel vous êtes saisi, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1900, et du décret d'application
du 21 août 1900, les dépenses de personnel et de matériel nécessaires au culte ont été inscrites au titre des dépenses obligatoires à la charge de la colonie de Guyane. C'est bien ce texte, l'article 33 de la loi du 13 avril 1900, qui constitue le substratum juridique du décret d'application. Donc vous êtes saisi de bien deux textes qui ont une portée législative. Alors, deux points sur lesquels, effectivement, la constitutionnalité ne souffre difficilement d'un débat contradictoire, je dirais, c'est d'une part le principe d'égalité. Je vous rappelle que tout le dispositif mis en place au niveau de la Guyane ne rémunère exclusivement et pleinement que les ministres du culte de l'Église catholique. Bien. Premier principe d'égalité, constitutionnel d'égalité. Nous savons, vous l'avez dit, dans deux décisions prises au hasard, le législateur règle de façon différente et des situations différentes. Il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général. Posons-nous la question. Quel est l'intérêt général qu'a le législateur de faire supporter une collectivité territoriale des dépenses qui n'ont rien à voir avec ses compétences? C'est une atteinte à l'égalité des charges publiques, devant les charges publiques. Deuxième principe d'égalité aussi, qui, pour moi, effectivement, ne souffre pas de débat, c'est l'égalité à l'égard des autres confessions religieuses. Comment pouvons-nous avoir un texte qui ne rémunère uniquement que les membres du clergé de l'Église catholique, alors qu'il y a d'autres confessions? Deuxième principe qui, effectivement, dont il est porté atteinte ici, c'est le principe de libre administration des collectivités territoriales, principe que vous avez consacré en 1979 et qui a été repris par l'article 72, alinéa 3 de la Constitution. Dans une décision du 18 juillet 2001, loi relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, vous avez fixé le champ en rappelant que les dépenses obligatoires doivent être définies avec précision à leur objet, leur portée, leurs compétences. Et oui, parce que vous vous rappelez, dans un considérant lumineux, dès lors qu'il n'a pas méconnu les compétences propres, et là il s'agissait des départements. Posons-nous la question, en fixant à une collectivité territoriale qui a succédé à l'ancien département de la Guyane. Nous savons que le département a des compétences précises, normées, fléchées. Comment se fait-il que le législateur puisse mettre une compétence qui est totalement décorrélée des compétences d'une collectivité territoriale, et a fortiori d'un département? Une dépense obligatoire doit avoir un intérêt général direct pour la collectivité qui en est débitrice. En fait, l'intérêt général, d'autant plus que, je dois vous le dire, l'ancien département, la collectivité territoriale de Guyane, ne reçoit aucune compensation. C'est sur ses fonds propres. Très bien. Ça coûte plus d'1 million d'euros par an. En fait, l'intérêt général indémontrable, introuvable, et on peut chercher. Et en fait, troisième principe, et je terminerai, qui est effectivement une conséquence. Le principe de l'autonomie et de la compensation financière, c'est évident, à partir du moment où vous avez une dépense qui est décorrélée effectivement des compétences d'une collectivité, vous tombez nécessairement dans l'atteinte d'un principe d'autonomie financière. Il est évident qu'en l'occurrence, l'État fait payer à une collectivité une dépense qu'elle n'a pas assurée en tout état de cause, qui n'est pas compensée. Telles sont les observations que je voulais présenter, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres. Merci beaucoup, Maître. Maintenant, nous allons entendre Maître Jérémy Afan-Jacquard, qui représente la République sans concordat, partie intervenante. Maître. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les hauts conseillers. En 2013, à l'occasion de la QPC 2012-297, se posa pour la première fois devant votre formation la question de la rémunération de ministres du culte sur fonds publics au regard du principe de laïcité.
Je fis valoir, au soutien de cette QPC, que le PFRLR de statut spécial du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne justifiait qu'une inégalité de traitement entre les départements concordataires et le reste de la France, c'est-à-dire qu'il ne justifiait tout au plus qu'une sorte de gel du principe d'égalité entre collectivités. Mais que ce PFRLR ne pouvait pas servir de fondement à une violation ou une dérogation de principes constitutionnels parmi lesquels figure la laïcité. La décision de votre Conseil ne s'appuya effectivement pas sur le PFRLR en considérant que le principe de laïcité impliquait que la République ne salariait aucun culte. Il s'agissait là d'un considérat de principe fort que vous avez dégagé. Mais le considérant suivant, le considérant numéro 6, vint contrebalancer ce considérant. Je cite partiellement. Il ressort des travaux préparatoires qu'en proclamant que la France est une république laïque, la Constitution n'a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l'entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l'organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte. Il s'agit là d'un considérant très large, de nature à remettre en cause l'essence même du principe de laïcité, puisque toutes les violations du principe de laïcité nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la Constitution sont vouées, dans ces conditions, à être pérennisées. Mon intervention devant vous, se bornant à défendre laïcité, je ne peux que frontalement contester ce considérant numéro 6 devant vous et tenter de vous convaincre qu'il est juridiquement non fondé. Il s'agit d'une démarche ambitieuse, vous l'aurez compris. Malgré tout, je vais essayer de m'atteler à cette tâche en vous invitant à revenir sur ce considérant et formulant d'une manière peut-être moins large ou revenir considérablement dessus. Ce considérant, donc, s'appuie sur l'intention du pouvoir constituant. Et ma critique devant vous se décompose en 3 points. Premier point, le fait que, la circonstance que des dispositions constitutionnelles claires, à savoir l'article 1er de la Constitution, seraient remises en cause par des travaux parlementaires. Cette façon de penser a été fortement critiquée par la doctrine, et notamment par Agnès Robleau-Troisier, dans un commentaire de juin 2013 au nouveau cahier du Conseil constitutionnel. Celle-ci fait valoir qu'il n'existe pas, pour une constitution, de travaux parlementaires. Cela est vrai pour une loi, mais pas pour une constitution. En effet, il y a lieu de distinguer, d'une part, l'auteur de la Constitution, et d'autre part, le rédacteur du texte constitutionnel. Le rédacteur était certes l'Assemblée constituante, mais l'auteur de la Constitution est le peuple français. Or, lorsque le peuple français vint à décider d'approuver ou non par référendum le texte constitutionnel, il n'avait pas eu, ni en 1946, les 2 fois, ni en 1958, les travaux de l'Assemblée constituante qui lui avaient été remis. De sorte que le peuple souverain s'était penché sur l'article 1er de la Constitution en y voyant un principe simple, la République est laïque, sans dérogation, sans considération que des parties du territoire français seraient soumises à d'autres principes antérieurs. Il s'agit donc là d'une erreur de raisonnement. Deuxième point, les travaux parlementaires, des travaux parlementaires ressort en réalité une intention différente, donc je ne dirais pas du pouvoir constituant, mais de l'Assemblée constituante. En effet, si on lit le commentaire de la décision de votre Conseil au cahier du Conseil constitutionnel, il ressort que votre formation se serait appuyée sur une phrase prononcée le 17 juillet 1946 par le président d'une commission qui avait dit « Nous n'avons pas à résoudre ici le problème de l'introduction de la législation française dans les 3 départements de l'Est. » Outre que cette phrase ne concerne que les départements de l'Est,
outre le fait que cette assertion est limitée dans son objet qui est résoudre ici, qui est relativement précis, en outre, il y a un problème de syllogisme, car on ne peut pas déduire simplement du fait que le constituant ne s'intéresse pas ou l'Assemblée ne s'intéresse pas à une disposition pour en déduire une volonté ferme de ne pas appliquer un principe constitutionnel clair qui est celui de l'article 1er de la Constitution. Mais surtout, les travaux de l'Assemblée constituante viennent mettre à mal cette affirmation que le pouvoir constituant avait la volonté de préserver les départements de l'Est. En effet, le président de la Commission, plus tard, le 3 septembre 1946, vint déclarer « Enfin, sur la laïcité, qui est l'objet actuel de ce débat, je veux dégager 3 constatations sur lesquelles il me semble que nous pouvons être tous d'accord. Lorsque nous parlons de laïcité, cela veut dire d'abord la laïcité de l'État, la séparation complète de l'État et des Églises. Du fait qu'il y a dans notre nation française des hommes de toute confession et de toutes opinions philosophiques, l'État doit être complètement indépendant dans toute son action, vis-à-vis de toutes les opinions et de toutes les nuances de la pensée philosophique et religieuse, quelle qu'elle soit. » Il ajoute ensuite « Cet article, mes chers collègues, a été voté par la Commission et sera tout à l'heure voté à l'unanimité. » Il n'y a pas d'opposition au sein de l'Assemblée constituante concernant l'application de l'article 1er de la Constitution. Vouloir déduire d'une phrase qui avait été prononcée antérieurement « Nous ne nous occuperons pas ici d'un principe » est tout bonnement une façon très curieuse d'interpréter des dispositions qu'on veut absolument tirer dans un sens donné, qui ne sont pas conformes à la volonté, donc je ne dirais pas encore une fois du pouvoir constituant, mais de l'Assemblée constituante. Enfin, dernier point, cette façon de tirer d'une intention initiale du pouvoir constituant pour en déduire des conséquences juridiques actuelles n'est pas conforme à votre manière de procéder, notamment de vous intéresser au changement de circonstances de fait et de droit. En effet, jusqu'où l'intention initiale du pouvoir constituant devrait-elle être interprétée ? Ainsi, si l'on se fonde sur les législations antérieures, on pourrait par exemple constater que la différence entre hommes et femmes avait été abolie par la Constitution de 1946 et que pourtant les femmes mariées ne pouvaient pas ouvrir de compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Doit-on en déduire que l'intention du pouvoir constituant était de ne pas remettre en cause les dispositions particulières régissant l'ouverture des comptes en banque entre hommes et femmes? Ou alors simplement que les circonstances avaient changé et que la Constitution ne pouvait évidemment plus être interprétée de cette manière-là. Nous sommes dans une société à multiples cultes, et notamment avec des athées. Une décision qui estime qu'il est possible de salarier sur fonds publics des curés, ou alors en Alsace et Moselle également des pasteurs et des rabbins, pose un véritable problème de vivre ensemble. Nous le voyons dans les événements actuels, le problème de laïcité est un problème qui est de plus en plus prégnant, et il est très difficile, sinon impossible, de faire valoir qu'une jeune fille devrait se voiler dans un établissement scolaire, c'est-à-dire imposer à l'usager du service public des sujétions très élevées, alors que l'État lui-même se dégage du principe de neutralité dans certaines circonstances en estimant qu'il relève de considérations historiques. Il est difficile de faire valoir à l'égard du simple usager des considérations historiques pour l'État et de dénier la possibilité pour lui simplement d'exercer son culte. Or, en Guyane, nous avons donc des curés qui sont payés par l'État, par la collectivité de Guyane, et des usagers, malgré tout, qui doivent se dévêtir, retirer la kippa ou retirer le voile lorsqu'ils rentrent dans un établissement scolaire. C'est un hiatus qui n'a aucune explication particulière. Je vous demande, pour cette raison, de ne pas déclarer ces dispositions soumises uniquement contraires aux principes qui ont été invoqués par mon prédécesseur, mais également contraires aux principes de laïcité et donc à l'article 1er de la Constitution. Je vous remercie, mesdames et messieurs les hauts conseillers, monsieur le président.
Merci, maître. La parole est à Monsieur Potier pour le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, par votre décision numéro 2012-297 QPC relative au traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, vous avez jugé pour la première fois, mais en des termes identiques à ceux de la loi du 9 décembre 1905, que le principe de laïcité implique que la République ne salarie aucun culte. Vous avez également jugé, en vous fondant sur les travaux préparatoires des constitutions de la 4e et de la 5e République, qu'en proclamant que la France est une république laïque, la Constitution n'a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l'entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l'organisation de certains cultes et notamment à la rémunération des ministres du culte. Vous étiez alors saisi de dispositions législatives prévoyant la rémunération des pasteurs des églises consistoriales en Alsace-Moselle que vous avez déclarées conformes à la Constitution. Vous êtes désormais saisi des dispositions qui prévoient la rémunération des ministres du culte catholique en Guyane et de celles qui imposeraient la charge de cette rémunération à la collectivité territoriale de Guyane. Il s'agit de l'article 36 de l'ordonnance du 27 août 1828 relative au gouvernement de la Guyane et de l'article 33 de la loi de finances du 13 avril 1900. Il est fait grief à ces dispositions de méconnaître le principe d'égalité devant la loi, le principe de la laïcité, la libre administration des collectivités territoriales. En ce qui concerne l'article 36 de l'ordonnance du 27 août 1828, vous ne pourrez que prononcer un non-lieu à statuer. En effet, ces dispositions, qui énoncent que le gouverneur veille au libre exercice et à la police extérieure du culte, et pourvoit à ce qu'il soit entouré de la dignité convenable, ont pour origine l'ordonnance du 27 août 1828, qui a été prise par le roi sur le fondement de l'article 14 de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814. Au terme de cet article, le roi, je cite, « fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'État ». Or, il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d'État que les ordonnances royales prises en vertu de l'article 14 de la Charte du 4 juin 1814 ont un caractère réglementaire. Cela a été jugé par deux décisions de section de 1952 et de 1963 qui ont été citées dans les observations écrites. Ces ordonnances se distinguent en effet des lois résultant de la puissance législative dont l'article 15 de la même charte précisait qu'elles s'exercent collectivement par le roi, la Chambre des Pairs et la Chambre des députés des départements. Il suit de là que l'article 36 de l'ordonnance du 27 août 1828 relative au gouvernement de la Guyane ne revêt pas le caractère d'une disposition législative susceptible d'être examinée par votre Conseil sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution. Vous pourrez donc prononcer un non-lieu à statuer sur la présente question en tant qu'elle porte sur ces dispositions, conformément à votre jurisprudence constante, illustrée par deux décisions de 2011 et de 2012, que vous aviez rendues à propos de dispositions résultant d'un décret de codification et d'une ordonnance non ratifiée. En ce qui concerne l'article 33 de la loi du 13 avril 1900, cet article a pour objet de modifier le régime financier des colonies. Il comporte à cette fin 19 alinéas. Il est fait grief à ces dispositions d'avoir posé le principe selon lequel les dépenses de personnel et de matériel nécessaires au culte sont inscrites au titre des dépenses obligatoires à la charge de la colonie de Guyane. Mais l'article 33 de la loi du 13 avril 1900 ne comporte aucune disposition posant un tel principe. C'est le décret du 21 août 1900 qui a défini ces dépenses obligatoires pour l'exercice 1901 dans le tableau qui lui est annexé. La quatrième ligne de ce tableau est consacrée au culte, personnel et matériel, avec l'indication du maximum des dépenses obligatoires pouvant à ce titre être mises à la charge de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion. Le décret du 29 août 1901 a comporté des dispositions similaires pour l'exercice 1902, 1903 et 1904. Ces dispositions n'étant toutefois plus en vigueur, ce n'est pas sur celles-ci que s'est fondé le Conseil d'État pour juger que la rétribution du clergé catholique présentait un caractère obligatoire. Dans la décision qui a renvoyé la présente question, le Conseil d'État a considéré que c'était, je cite, en application des dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 27 août 1828, que la rétribution du clergé catholique figurait parmi les dépenses obligatoires. Or, comme il a été dit, ces dispositions présentent un caractère réglementaire. Et il ne vous appartient pas d'examiner la conformité de ces dispositions réglementaires aux droits et libertés que la Constitution garantit, ainsi qu'il ressort de votre jurisprudence, et en particulier de votre décision numéro 2011-169 QPC. Quant à l'article 33 de la loi du 13 avril 1900, s'il prévoit le transfert à la colonie de certaines dépenses prises en charge jusque-là par le budget de l'État, il ne comporte aucune disposition relative à la rémunération des ministres du culte.
Vous ne pourrez donc que constater que ces dispositions ne reconnaissent par elles-mêmes aucun droit ou liberté que la Constitution garantit, en tout état de cause. Pour l'ensemble de ces raisons, le gouvernement vous invite à déclarer conforme à la Constitution les dispositions contestées de l'article 33 de la loi du 13 avril 1900 et à prononcer un non-lieu à statuer pour le surplus. Merci, Monsieur Potier. Y a-t-il des questions? Il n'y en a point. Donc nous allons délibérer et nous rendrons notre décision publique le 2 juin. Je suspends un instant de raison